Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Lyon et le FC Metz, les Messins qui ont décroché de manière surprenante, étonnante, inattendue, une victoire à Lyon. Alors là, autant vous dire que là, les prévisions, pronostics, tout ce que vous voulez, jeter bien sûr dans la Moselle. Parce que là, on ne s'attendait pas aussi bien à avoir un résultat positif, hein, parce que quand même, prendre une victoire à Lyon, contre Lyon, qui je rappelle était sur une série de 16 matchs d'invincibilité, autant vous dire qu'on ne pouvait pas le voir venir. Et en plus, il y a eu la manière, une très très belle manière qui justement nous a un peu comblé. Il y a eu le résultat, puis aussi la manière, donc l'ensemble nous a, entre guillemets, fourni une très très belle soirée de football en ce dimanche soir. Donc effectivement en prime time, hein, où on a pu justement admirer aux yeux de la France entière, bien sûr, les performances de nos Messins. J'ai avec moi Monsieur Grenat Forever pour qu'on puisse parler un peu de ce match. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bah écoute, tout va pour le mieux depuis hier soir, hein. Je suis dans un état un petit peu, un état second. J'ai un peu du mal à redescendre, toujours beaucoup d'adrénaline. Oui, c'est vrai Donc, que ton état d'adrénaline, il faut qu'on en parle un peu parce que pour ce qui s'est passé, je vais évidemment pas montrer d'image, mais Grenat Forever m'a appelé en fait à la fin de la rencontre et m'a carrément agité son petit popotin avec son téléphone, hein. Donc j'avais son popotin à l'écran. Autant vous dire que c'était une situation très voilà, il y avait des hauts et des bas, hein. Le haut, c'était bien sûr la joie de la victoire, et le bas, quand j'ai vu son popotin, ivre de joie comme il était, évidemment, j'ai eu du mal à dormir, hein, aussi bien à cause de la victoire et de la célébration que à la vue de son popotin. Et donc forcément, voilà, on a essayé de trouver le sommeil, ça n'a pas été simple, mais quand même, on a réussi à passer une nuit finalement assez agréable. Grenade Forever, évidemment, on va parler de ce match et de toutes les parties inhérentes à ce débrief. Bien sûr, je vous rappelle que si vous voulez accéder aux différentes parties de ce débrief, vous allez dans la description de la vidéo et vous avez évidemment toutes les parties de ce débrief. Bien sûr, si vous avez notamment des remarques à faire sur ce match, dans les commentaires, hein, c'est très important d'avoir un peu votre avis, surtout par rapport au top et flop, hein. On va bien sûr faire cela en fin de vidéo, parler un peu de ce qui nous a plu, ce qui nous a peut-être un peu moins plu, hein. Pas si simple, mais quand même on peut trouver quelques éléments. En tout cas, si vous avez des remarques à faire, top et flop ou sur le match en général, les commentaires. Dernière chose, bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, hein. On a passé très récemment les 700 abonnés, donc encore un grand merci à tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés dernièrement. Grenade Forever, nous partons sans plus attendre par, tu sais, ce match absolument incroyable pour nous Messins, qui nous a effectivement tenus debout pendant de très très longues heures, même après le match, hein. Nous allons donc effectivement parler tout d'abord l'aspect, comment dire, composition des équipes. D'accord. Qu'est-ce qui a pu attendre le FC Metz sur ce match? Parce que évidemment Lyon, on avait déjà un peu parlé de cela dans l'avant-match, donc si vous voulez voir des éléments de l'avant-match, bien sûr il y a toujours la vidéo de l'avant-match qui est disponible sur la chaîne de notre chaîne YouTube, hein. Mais c'est vrai que Lyon se ramène sur le terrain face à cette équipe de Metz avec une équipe finalement, pas de surprise dans le schéma. On est toujours dans ce 4-3-3, tu sais, qui était de rigueur depuis de très très nombreux matchs et qui d'ailleurs est un peu, je dirais, l'élément moteur aussi de leur série d'invincibilité. Il y avait quand même des joueurs, tu sais, Grenade Forever, qui n'étaient pas forcément titulaires pour des causes, tu sais, par exemple de retour de Covid. C'était le cas par exemple de Guimarães, hein, dont on a un peu parlé dessus. Il y avait aussi des joueurs qui effectivement n'ont pas forcément été alignés sur le terrain, comme Aouar. Recrue, on n'avait pas trop parlé de cela, tu sais, en avant-match, mais comme Dembélé est parti du côté de Madrid, Slimani a été recruté très récemment, et donc Slimani était lui aussi sur le banc, et donc on a cette équipe qui finalement, Grenade Forever est une équipe de Lyon qui, même s'il y a des éléments non titulaires tu sais, d'habitude non titulaires sur le terrain, ça reste comme une équipe qui tient largement la route sur le papier, hein. bah, c'est une équipe, c'est pas pour rien qu'ils étaient leaders de Ligue 1 jusqu'à encore hier. Il n'y avait pas eu trop de surprises. Voilà, la mini surprise, c'est voilà, on apprend que Koussem Aouar ayant des problèmes aux adducteurs
est remplacé par Maxence Cacré, qui est quasiment jamais titulaire. Et Maxwell Cornet, l'habituel titulaire latéral gauche, ayant été un peu malade, est remplacé par Mathias Di Siglio. Sinon, c'est le 11 qui nous avait posé énormément de problèmes au match aller. Et avec aussi le retour de Thiago Mendes, qui cette année fait une meilleure saison que Bruno Guimaraes. Bien sûr, et il fait d'ailleurs une meilleure saison que sa première saison à Lyon, hein, qui avait été assez compliquée, effectivement. En tout cas, ça c'est pour Lyon. Côté FC Metz, Grenade Forever, évidemment, on avait beaucoup parlé de cela en avant-match. Tactiquement parlant, pas vraiment de surprise, encore une fois, on est resté dans le schéma habituel que l'on connaît. Hein. Ce fameux, alors, c'est vrai que beaucoup de gens, et ça, même ça, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Beaucoup de gens l'appellent, tu sais, 3-5-2 parce que, ben, effectivement, c'est sur le. Ben, ça semble être un 3-5-2 sur le papier. Après, c'est vrai que la particularité, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués à cela, c'est que Metz ne joue pas avec. Enfin, joue plutôt avec un attaquant vraiment collé sur le côté droit, d'accord, et un autre attaquant qui lui est plutôt axial. Donc c'est ce qui nous avait fait un peu émettre l'idée plutôt de 3-4-3 hybride, un peu comme le 4-3-3 hybride que Metz faisait notamment jusqu'au match de Strasbourg, avec justement l'absence totale de joueurs sur le côté gauche pour permettre à Thomas Delaine, qui est posté en tant que latéral gauche, d'exploiter tout ce côté gauche, tout ce couloir gauche pour menacer la défense lyonnaise. Et donc voilà, donc 3-4-3 hybride ou 3-5-2, on va pas non plus chipoter là-dessus, mais en tout cas la tactique reste la même. Le choix des hommes, Grenade Forever. Le choix des hommes, alors c'est vrai que on avait dit, ok, Mathieu Hudol est de retour dans le groupe, pas forcément titulaire, hein, parce qu'en plus Delaine était sur une bonne dynamique. Finalement, pas de surprise là, c'est-à-dire que Delaine est à nouveau aligné sur le terrain. Au milieu de terrain, justement, on est toujours sur la même ligne avec Maïga et Angban. Boulaya, donc, est bien sur le terrain, finalement. Parce que tu m'avais parlé, tu sais, de la possibilité qu'éventuellement il puisse pas l'être parce que par rapport comment dire, à sa positivité au Covid-19, il aurait peut-être pu ne pas on va dire, tu sais, occuper sa place sur le terrain. Finalement, il est bien sur le terrain en tant que titulaire. Mais évidemment, le sujet important, c'était l'attaque, Grenade Forever. L'attaque. Surtout quand on se base sur ce qui s'est passé contre Bordeaux et Nice. D'accord ? Avec certains joueurs qui ont commencé, qui ont peut-être un peu déçu. Certains joueurs qui sont rentrés, qui avaient déçu. D'autres joueurs qui sont rentrés, notamment lors du match contre Nice, qui ont plutôt, on va dire, surpris et ont eu comme un impact assez intéressant. L'attaque mise en place avec notamment cet avant-centre et puis cet ailier droit, c'est donc Iseka, pardon, n'importe quoi, humour, c'est Lamine Gueye, et donc là, c'est là où je veux en venir, c'est la surprise, mais ça m'a totalement déboussolé, c'est que c'est Wagner Diaz qui est en pointe de l'attaque. Et alors celle-là, autant la plupart d'entre nous, on était à des années-lumière de ça, toi, je crois que tu m'as sorti quand même cette idée de Wagner Diaz sans pointe, n'est-ce pas hein? Je l'ai sorti pas parce que je le pensais, et c'était surtout au vu de la déclaration que j'avais vue la veille dans le Républicain Lorrain où il était dit que Wagner, selon Frédéric Antonetti, avait fait une semaine d'entraînement qu'il considérait comme très consistante et très intéressante, et donc il pouvait prétendre à une place de titulaire. Oui, effectivement, tu l'avais bien dit, c'est vrai que il y avait cette question de voilà, il est encore une fois toujours pour moi, ce que je considère un peu dans sa période de reprise. Hein. Raison pour laquelle je dis ouvertement que j'attends pas grand chose, j'ai pas d'exigence vis-à-vis de Wagner sur les 6 prochains mois parce qu'il est encore en phase de reprise et finalement, ouais, il est récompensé de sa participation active à l'entraînement et de ce qu'il a pu montrer pour effectivement occuper une place de titulaire. Donc forcément, et c'est là où j'allais venir, c'est qu'il prend la place donc de Leia Iseka, qui donc lui démarre depuis le banc de touche, sachant que Leia Iseka reste sur une performance contre Bordeaux et contre Nice un peu compliquée, on va dire. Hein, c'est le peu de le dire. Pour être assez sympathique. Et donc forcément, on se demandait si ça allait être par exemple Yad, qui allait peut-être occuper la pointe de l'attaque. Mais donc finalement, non, c'est ni Yad ni Leia Iseka, mais c'est donc Wagner Diaz. Et donc voilà, c'est un peu l'équipe que vous allez avoir à l'écran. Et c'est un peu, je dirais, l'élément un peu surprenant de ce 11 de départ côté FC Metz. Maintenant, Grenade Forever, nous allons passer au match en lui-même. Parce que le petit match
ce petit match qui, voilà, tu fais bien de le rappeler, hein, si on se souvient du match aller, n'a pas été extraordinaire côté FC Metz, on peut le dire. Ce que l'on peut dire, c'est que ce match dans l'ensemble, Grenade Forever, ça a été quand même très très actif. Hein. Quand vous allez voir notamment la liste des événements, des actions durant ce match, je crois que c'est la première fois que j'ai une liste aussi longue pour un match du FC Metz. J'ai dû la couper en 2 parties, tellement qu'elle est longue, cette liste. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc vous aurez effectivement la liste des événements de la première mi-temps et les listes des événements de la deuxième mi-temps en termes notamment d'action but. Et c'est vrai que la liste de la deuxième mi-temps, elle est beaucoup plus garnie que la liste de la première mi-temps. Avec Grenade Forever, d'un point de vue général, et on en viendra après à 2-3 éléments clés, hein, mais la première mi-temps, Messine qui entre guillemets et on va dire plutôt... Enfin, qui commence à être un peu actif, tu sais, à partir de la 30e minute de jeu jusqu'à la, on va dire, 40e, 42e minute de jeu, tu vois, sur la première mi-temps. Mais sinon, c'est vrai que c'était une première mi-temps où finalement, je trouve que les deux équipes ont été, tu sais, plutôt sages, même s'il y a eu des occasions, mais je veux dire, quand tu vois après, je dis ça surtout par rapport à la deuxième, hein, Grenade Forever, parce que la première, il y a quand même des actions, tu vois, mais la deuxième mi-temps est assez forte. La première mi-temps, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en termes général? Bah, c'était déjà, tu avais une équipe Messine qui n'était pas venue là, et on l'a vu dès les 10 premières minutes. Ils n'avaient pas envie de faire que de défendre, on pouvait s'attendre à ça. On a très bien vu que Thomas Delaine déjà jouait vachement haut en début de match. D'ailleurs, les commentateurs n'y comprenaient rien à nous sortir que du coup c'était John Boy qui était latéral gauche. Bah, ils ont et pas Thomas ils ont pas Delaine, trop travaillé le sujet, en fait, on va dire la vérité. Hein. Voilà. Mais Voilà. Delaine est resté constamment haut. On a vu des Messins mais être sur tous les duels. Ils sont souvent en individuel depuis la défense à 5, mais là c'était vraiment marquage à la culotte, c'était 1 pour 1. C'était assez impressionnant. Et ils n'avaient pas peur quand même de ressortir déjà un petit peu en première mi-temps sur certaines phases, dont ce contre à la demi-heure de jeu, hein, à la moindre perte de balle à force d'harceler les Lyonnais, de sortir à 3 voire 4 joueurs comme il s'est passé en première mi-temps là. Oui, c'est vrai que la première mi-temps, ce qui nous marque, c'est notamment 2 actions. L'action, tu sais, où il y a où ils réussissent à être en position de supériorité numérique, où ils sont à 4 contre 2. Si tu t'en souviens bien, tu sais, avec notamment Maga qui redonne sur, je crois, c'est sur qui? Sur Lamine Gueye. Lamine Gueye qui, justement, tu sais, décide en fait, de faire un peu un centre en retrait à rater, hein. Et malheureusement, tous les joueurs de Metz se sont jetés dans le but plutôt que, tu vois, que l'un des deux se décroche et attende la balle. D'ailleurs, tu sais, Grenade Forever, je t'en avais parlé durant la mi-temps du match. Je t'avais pointé cette action en disant, putain, mais les mecs, putain, après, ils se sont tous jetés comme des malades. Je crois qu'il y a Riolo, tu sais, dans l'Afterfoot qui en a parlé de ça. Il a dit, ouais, c'est dommage cette action-là parce qu'en fait, tu vois, ils sont en contre et ils sont en supériorité numérique. Il dit que les trois Messins sont attirés vers le but, alors que s'il y en a un qui stoppe sa course, juste un des 3 qui stoppe sa course, qui reste en retrait, ça fait but à tous les coups. En tout cas, ça fait tir cadré quasiment inarrêtable. Le mec est tout seul, quoi. C'est ça, mais c'est un contre-rondement mené qui fait pas suite à ce pressing incessant imposé aux Lyonnais toute la première mi-temps par les Messins. Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que là, tu es, on va dire, dans cette optique d'essayer de profiter notamment de ta récupération de balle et te projeter rapidement vers l'avant. On verra que ça aura une importance très forte, notamment en deuxième mi-temps. Il y a aussi la deuxième action dont il faut un peu parler. Tu sais, c'est cette action où Boulaya est un peu en situation de 1 contre 1 sur le côté droit lyonnais, donc le côté gauche du FC Metz, et où il veut centrer, mais la balle est un peu déviée, elle part en cloche et elle touche le poteau de Lopez, et finalement la balle tombe un peu, tu sais, elle est un peu compliquée à reprendre pour Lamine Gueye, tu sais, un peu en demi-volée. Lamine Gueye la reprend comme en demi-volée, alors pas forcément avec une grande force, mais là il y a eu pas beaucoup de gens en ont parlé, mais il y a quand même un arrêt miraculeux quand même de Marcelo quand même. Parce que Marcelo, s'il met pas son pied à la bonne hauteur où la balle, tu sais, ou quand il fait le geste, bah il y a but, quoi, tu vois.
Il y a aussi but si la reprise Elle est est faite meilleure, ouais. correctement. Ouais, bien sûr. Mais enfin, non, difficile de lui en vouloir, mais c'est Mais il est vrai à que peu près à Marcelo, c'est contre-pied. quand Il est même à peu près à contre-pied, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que déjà il est forcément surpris parce que je pense pas qu'il s'attende à ce que la balle rebondisse sur le poteau et vienne sur lui comme ça. En plus, elle passe juste devant Wagner, tu sais, qui aurait peut-être pu. Mais je pense qu'il y a vraiment de la surprise en disant, tu vois, il faut que je vais essayer de la reprendre. Mais il semble un peu, tu sais, pris un peu pas à contre-pied, mais tu vois, vraiment, il doit faire un geste un peu urgent. Et donc effectivement, il n'y a pas forcément la puissance. Mais c'est vrai que bon, cette action est un peu embêtante. Tu ne réussis pas à la transformer. Lyon a évidemment eu aussi quelques occasions. Il ne faut surtout pas l'oublier. Notamment sur cette première mi-temps, tu sais, on a déjà commencé à voir l'un des problèmes, je dirais, défensifs côté FC Metz. C'est quand Thomas Delaine, des fois, a tendance, tu sais, à être pas non plus hyper bas, mais du fait de son style de jeu, qui fait que il va être un latéral quand même qui des fois est assez haut. On voit très vite que quand par exemple Depay sort de là où se trouve la défense messine, ça crée beaucoup plus d'écart entre les centraux messins. Et les passes en profondeur, on les a vues à nombreuses reprises. Gonna Forever, tu sais, qui passent entre notamment Kouyaté et John Boy, nous ont quand même un peu mis un peu de sueur, parce que c'est des actions qui d'ailleurs se traduisent par des tirs. Alors heureusement qu'ils sont pas tout le temps cadrés. Non, mais c'est les seules phases où les Lyonnais ont su être dangereux, étant donné qu'ils étaient tellement bien pris. Ça a obligé les attaquants à redescendre bas, et du coup à aspirer les deux centraux messins qui étaient en marquage individuel, et du coup à libérer des espaces sur le troisième attaquant lyonnais qui était après en 1 contre 1 contre, bah, du coup, souvent Kiki Kouyaté ou voire John Boy. Et ça a failli payer à un moment, la frappe de Toko Ekambi un peu dans la surface où il la met complètement dans les travées du Parc OL, mais on n'était pas passé loin de la catastrophe à ce Est-ce moment-là. que c'est l'action où Angban nous fait sa chandelle? Oui, Je sais pas si c'est là, je crois que c'est celle-là, non? Je vais vérifier, mais vas-y, je te laisse un peu. je pense que c'est celle-là parce que les Lyon, oui, c'est celle-là, c'est même sûr et certain. Ouais, bah je vais voir ça. Vas-y, mais vas-y, je te laisse terminer. Raconter l'histoire quand même, parce que. Non. C'est il y a une frappe que la chandelle d'Angban, c'est la frappe que Toko Ekambi fait sur Ukidja. Ukidja sort l'arrêt. Oui, non, j'ai Alors que la confirmation, la frappe de Toko Ekambi qui file carrément en tribune, c'est issu de la chandelle d'Angban. En gros, la chandelle d'Angban revient dans les papates comment dire, de Kadewere, et Kadewere décale pour Toko Ekambi, Ekambi crochette sur la gauche et frappe en pleine tribune. Bah, l'autre frappe qu'il fait alors 5 minutes avant là où À rater. c'est cette action où À rater. Depay le lance en profondeur. Tout à fait, t'as raison, mais c'est celle qui est à rater justement, qui passe entre C'est Boy cette action-là. C'est les deux occasions entre guillemets franches de l'Olympique Lyonnais en première mi-temps avec le, le corner où Marcelo est pas passé loin de la reprendre en première mi-temps. Sinon, les occasions franches sont quand même messines. Les deux plus belles occasions sont messines. Ouais. D'ailleurs, t'as raison de parler de Marcelo parce que moi, ça m'a fait un peu peur, tu sais, en première mi-temps notamment. On est d'accord que Braun, il s'est fait comme un peu manger par Marcelo sur les coups de pied arrêtés quand même. Ah bah dans quasiment tous les duels. Après, il était tout le temps au marquage, mais comme Marcelo est un mec un petit peu, bah, il a beaucoup de vices, donc bah il cède des mains, des machins. C'est pas sifflé et ça a failli nous porter préjudice à 2 reprises. Ouais, en première mi-temps, ouais, il est. Notamment. Ouais. Parce que j'ai noté, et je sais pas si je vais les retrouver. Non, j'ai pas. Il y a une. Au Même début en du match, deuxième si, mi-temps, au c'est début du match, seconde. au début du match, 16e minute de jeu, 18e minute de jeu, deux têtes qui ne sont pas cadrées de Marcelo. Il y en a une où Braun est au marquage au départ. Marcelo le pousse carrément. Du coup, Braun glisse. Marcelo fait un pas en arrière et fait la tête juste à côté. Ouais. Et il y en aura une après quand on parlera de la deuxième mi-temps où C'est aussi ça. il s'appuie carrément sur Kylian Braun
et la tête passe là vraiment à côté, et là on a eu peur un petit peu, quoi. Ouais, t'as raison, effectivement, deuxième mi-temps, mais on en parlera bien sûr juste après. En tout cas, pour résumer, première mi-temps où il n'y a pas effectivement de but marqué au final, il y a quand même des actions, et c'est pour ça justement que j'aimerais que l'on aille sur la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, Grenade Forever, donc beaucoup plus garnie en termes notamment d'action durant cette période-là. Il y a quand même Bon, il y a quand même des actions qui sont intéressantes, aussi bien pour Lyon, mais surtout aussi pour Metz. Hein. Mine de rien, les Messins qui vont avoir des opportunités voilà, à partir de la 50e minute de jeu, on va quand même essayer de montrer une certaine présence. En ne blindant pas finalement Grenade Forever, parce qu'il y avait la crainte après la mi-temps de blinder en deuxième mi-temps et de ne pas rester un peu dans cette idée, tu sais, notamment de contre-attaque que tu vas vraiment accompagner en nombre et pas seulement qu'avec un ou deux joueurs, tu vois. On est encore dans la même mentalité finalement qu'on a faveur que la première mi-temps. Ah bah oui, donc bah après ça peut nous jouer des tours parce qu'on joue cette mentalité, on va jusqu'au bout de nos idées, donc on s'expose forcément quand tu montes à ces contre-assassins ou deux, trois fois quand on est tellement monté haut, bah, quand Lyon, notamment sur un corner, à un moment Lopez dégage vite, t'as vite une situation de supériorité qui allait d'un but à l'autre, mais moi, on a surtout eu peur, c'est à partir de le match, on a l'impression qu'il peut tourner à partir de la 54e minute quand Thomas Delaine se blesse. Là, tout le monde se dit, et pas que moi, se dit merde. Est-ce que c'est pas le premier gros tournant du match, cette blessure? Parce Thomas Delaine avait quand même fait, ça on peut en parler, 53 minutes de très haute qualité. Offensivement, oui. Très très bonne apport offensif en première mi-temps, c'est qu'on n'a pas trop parlé, mais la deuxième mi-temps effectivement nous amène un peu dans le doute quand tu vois effectivement cette blessure de Thomas Delaine qui... De toute façon, ça on le verra après, hein. Ça s'est vu au placement de Dubois. Hein. Dubois à la sortie de Delaine a quasiment joué presque 20 mètres plus haut sur le terrain. Hein. Bah oui, du coup, puisque forcément, comme Delaine n'était pas. Enfin, comme le remplaçant de Delaine, qui est donc Udol, hein, qui est rentré à la 54e minute de jeu, lui ne va pas monter très très haut, il va être très très prudent dans son jeu. Hein. Il est beaucoup plus prudent que Thomas Delaine. Forcément que Dubois, ne sentant pas une présence haute dans son vis-à-vis, va monter progressivement et effectivement va prendre un peu plus je dirais, de profondeur sur son côté. Par rapport notamment effectivement, et tu le dis très bien, par rapport à la première mi-temps, et donc il va un peu jouer là-dessus. Finalement, Grenade Forever, nous de notre côté, on se dit bon, ok, on mesure un peu l'apport offensif de tous nos joueurs. Finalement, on est quand même resté un peu sur notre faim, tu sais, de l'apport d'un Wagner Diaz sur ce match, hein. Même si on s'est rendu compte que quand on jouait dans les pieds du joueur, ça allait mieux que de jouer par exemple en aérien. Parce que je vais pas vous cacher que ça m'a énormément énervé quand je jouais des couillatés, par exemple jouer des ballons aériens sur Wagner Diaz qui devait lutter avec Jason Denayer ou Marcelo. Hein. Alors, autant vous dire que c'est pas évident quand vous devez jouer avec un joueur de cette taille-là et que vous décidez de jouer en aérien et pas à ras terre. Bizarrement, quand tu joues à ras terre, c'est beaucoup mieux. Il n'empêche que Wagner Diaz sur ce match, enfin sur notamment ces 60 minutes auxquelles il a participé, a eu quand même un apport assez compliqué parce qu'il est, si je me trompe pas, il a un seul tir dans le match pour 0 cadré, hein, et donc il va pas forcément peser offensivement tu vois, à un niveau où on se dit ok, on le met titulaire. C'est pas encore malheureusement ça pour Wagner Diaz, donc on va y revenir bien sûr peut-être plus tard, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Wagner Diaz sort, Lamine Gueye qui lui aussi était très remuant en première mi-temps, il fait encore une fois 4 tirs dans ce match, il fait quand même 4 tirs en 60 minutes, hein, dont un tir cadré, où il aurait pu effectivement ouvrir le score en première mi-temps, donc encore une fois une performance assez solide pour Lamine Gueye, qui est donc remplacé de ces deux joueurs-là par Yad et Iseka. Bah écoute, nous on voit Yad, on est content, on voit Leia Iseka, on est un petit peu dubitatif, hein. Je te cache pas que quand on voit Leia Iseka sur le terrain, on est un petit peu dubitatif pour savoir qu'est-ce qui va concrètement se passer.
Et moi, je dirais que Grenade Forever, il faut, tu sais, aller là où ça fait mal, à cette fameuse, allez, c'est quoi, 75e, 76e minute de jeu? 75e? Non? 76e, je crois. 75e. 75e minute de jeu, avec donc cette fameuse histoire assez marrante. Qui, en plus, part, si je me trompe pas, d'une situation de touche, si je me trompe pas, donc encore une fois une balle arrêtée. Je dis ça parce que vous savez qu'à Metz, on aime bien encaisser certains buts, notamment sur des balles arrêtées. Hein, le match de Nantes l'a montré, on s'en souvient très très bien. Donc effectivement, c'est une touche de Dubois qui donne à Cacré. Cacré qui va donner, si je me trompe pas, c'est à qui? C'est à... J'ai pas noté, c'est pas Cherki, c'est Cherki je crois. Si je me trompe pas. Non, Cherki est pas encore rentré. Non, Depay, pardon. Excuse-moi, c'est Depay. Depay, tu sais, qui est en contact avec John Boyd. Depay, justement, qui fait une talonnade pour Thiago Mendes. Thiago Mendes, dans son accélération, réussit à prendre de vitesse Kouyaté. Frappe de Thiago Mendes, arrêté par Alexandre Oukidja. La balle part en l'air. D'accord? Rebondit sur la barre transversale. Derrière, rebondit sur la tête de Fabien Santonz, qui se dégage un peu comme il peut avec cette tête. Et en fait, à la réception de cette balle qui retombe, il y a donc Toko Ekambi qui allume le but d'Oukidja. Donc on croit à ce moment-là qu'effectivement, dans ce match très très ouvert offensivement, Lyon a ouvert le score. Et donc c'est un peu un vrai coup de massue pour nous. Et donc effectivement, on commence à dire ok, comment on va réagir. On voit... Très important, Monsieur Antonetti qui sort Victorien Angban du terrain pour faire rentrer Pape Matar. Pourquoi? Parce que vous savez bien que pour revenir au score, il ne faut pas trop compter sur l'apport offensif de Monsieur Victorien Angban. Hein, on le redit chaque semaine, mais ça s'est encore vérifié sur ce match-là, malheureusement. Et là, Grenade Forever, l'Avare nous sauve en signifiant effectivement un hors-jeu. Alors, pas un hors-jeu pour être précis, mais une infraction de hors-jeu. Il faut être très très clair dans les termes. D'accord? C'est pas une position de hors-jeu qui est signifiée, mais une infraction de hors-jeu. Vous le verrez lors des images, mais ce qui se passe en fait, c'est que au moment où Thiago Mendes tire et bute sur Oukidja, Oussem Aouar, qui est au deuxième poteau au contact avec Fabien Santonz, est en position de hors-jeu. Et donc, la balle, à partir du moment où elle est déviée par le gardien, et c'est très important qu'elle soit déviée par le gardien, Grenade Forever. Parce que si elle avait tapé directement le poteau et pas Oukidja, c'est une autre histoire. Ça, c'est clairement. Et c'est très important. La balle, elle est déviée par Alexandre Oukidja. À partir du moment où elle rebondit sur le poteau, elle est considérée encore quand même de toute façon... en fait, c'est un peu comme un élément neutre, si l'on veut, le fait que la balle qui arrive sur la barre transversale rebondit sur son 11. Cet événement de la barre transversale est un peu neutre dans l'histoire. En fait, elle joue pas vraiment dans notre sujet. Et en fait, vous verrez dans l'image que au moment où la balle rebondit de la barre transversale sur la tête de 111, il y a au contact de 111... Et je précise bien au contact. J'ai pas dit au contact physique. Je dis pas qu'il le touche, même si on voit qu'il semble lui toucher le bras. Il est présent. C'est pas il semble lui toucher le bras, c'est il lui touche le bras. Non, mais t'as compris que j'essaie d'arrondir les bords quand même, parce que certains vont commencer à nous dire voilà. On le voit peut-être pas. C'est vrai qu'à vitesse réelle, on n'a pas l'impression, mais quand on voit les ralentis, on voit bien que notamment à partir du moment où la balle commence à redescendre et va toucher le montant, là, Aouar lui prend le bras. En tout cas, il y a une présence, on peut le dire, de Aouar proche de 111 au moment où la balle qui tape la barre transversale revient sur la tête de 111. Il y a cette présence d'Aouar au contact de 111. Et donc, quand 111 dégage la balle, beaucoup de gens ont dit « Mais attendez une seconde, mais il faut siffler une infraction de hors-jeu de Oussem Aouar. » Mais il fait pas action de jeu directement sur l'action, je veux dire, il est juste proche de 111 et finalement il fait pas vraiment action de jeu. Et donc, on suit un débat absolument cataclysmique sur les réseaux sociaux pour savoir il y avait pas action de jeu, il y avait action de jeu. Évidemment que les supporters lyonnais et certains médias pro-lyonnais ont bien sûr crié un peu au scandale en disant que
voilà, l'arbitrage leur avait volé le but, patati patata. Et donc, je vais Mhm. vous Oh bah, inviter, bien pas sûr. que. Oui, mais pas que, mais On- Ah, vas-y. moi, d'ailleurs, d'ailleurs, j'avais dit hier soir que je trouvais ça étonnant que Jean-Michel Aulas n'avait pas parlé. Parce qu'il connaît la règle, peut-être. Et il a parlé il y a 2 minutes, donc j'ai l'article sous les yeux Il sur dit RMC quoi? Sport. Il a dit que tout ceci est très troublant et que malgré cette erreur commise par la VAR, l'arbitre Stéphanie Frappard a été excellente. Alors, Mais je demande des explications à Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage, pour ce fait de jeu très troublant. donc, il ne connaît pas la règle. Parce que, encore une fois, tout le monde parle un peu dans tous les sens, mais il y a un truc qui a révélé un peu toutes les discussions des uns et des autres, c'est que personne ne connaît les règles. Et donc moi, qui forcément, bien sûr, je suis supporter de Metz, je vois cette action-là se dérouler, je suis content que ça m'ait en faveur, mais effectivement, si je suis supporter de Lyon et que je vois que on siffle un hors-jeu, enfin une infraction de hors-jeu vis-à-vis d'Aouar et que je me dis, ouais, mais pour moi, il n'y a pas d'action de hors-jeu, il est juste proche de 111, mais il n'y a pas, pour moi, il ne touche pas la balle, ou tu vois, il va pas pousser ouvertement 111, voilà. Et moi, forcément, ça m'a un peu titillé. Je me dis, bon, allez, je vais quand même aller passer un peu le reste de ma soirée à zioter un peu les règles du football que vous pouvez retrouver sur le site de l'IFAB. L'IFAB, c'est quoi? C'est un peu la haute autorité de l'arbitrage au niveau international. Vous allez sur le site internet, il y a toutes les règles en matière de football. Et il y a un chapitre sur la partie, dans la grande partie sur les hors-jeux, qui s'appelle infraction de hors-jeu. Il est écrit: un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché par un coéquipier, donc le coéquipier en question étant Thiago Mendes, je rappelle, hein, doit être sanctionné uniquement lorsqu'il commence à prendre une part active au jeu, d'accord? Et donc c'est là où ça devient intéressant, parce que le joueur qui prendrait une part active au jeu serait Oussem Aouar, hein, si on remet dans les choses. Mais la question de ça, c'est en quoi il prendrait une part active au jeu. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais il fait pas action de jeu. En quoi est-ce qu'il prend une part active au jeu? Et le règlement dit, notamment la partie où il dit, en interférant avec un adversaire, l'adversaire étant cette fois-ci Fabien Santonze, d'accord? Et là, il y a deux éléments que j'ai surlignés en jaune, où vous pouvez un peu débattre dessus, mais qui semblent être très très adéquats à la situation. Il lui dispute le ballon. Et autant vous dire que sur l'image que vous aurez à l'écran, on voit quand même qu'il y a une volonté comme de disputer la balle. Parce qu'il est quand même assez proche de Fabien Santonze. Mais si vous n'êtes pas convaincu par cet élément-là, il y a le deuxième élément que j'ai surligné où c'est dit, il tente clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité, alors que cette action, donc le fait de vouloir jouer le ballon, voilà, influence la réaction d'un adversaire. L'adversaire étant Fabien Santonze. En gros, si je résume, les règles de l'arbitrage font que, à partir du moment où Aouar est sur la frappe de Mendes hors jeu, et que quand la balle rebondit de la barre transversale, Aouar exerce une influence sur la réaction de Fabien Santonze, l'arbitre considère qu'il prend une part active au jeu. Ça, c'est ce que dit le règlement. Et évidemment, Fabien Santonze, on peut supposer que s'il ne sent pas la présence de Oussem Aouar dans son dos, peut-être qu'il ne va pas dégager la balle de la tête, mais peut-être qu'il va la contrôler. Il y a quand même une chose, Grand Forever, et je vais te laisser après la parole dessus, mais il y a une chose évidemment dont on ne saura jamais la teneur, c'est de savoir est-ce que Santonze savait qu'Aouar était derrière lui ou pas. Et donc, est-ce qu'il a agi en sachant qu'Aouar était juste derrière lui? C'est ça l'élément un peu où on se demande si vraiment il y a eu, si la présence d'Aouar influence la réaction de Fabien Santonze et qui décide donc de dégager la balle de la tête, plutôt peut-être que de la contrôler par exemple, ou de la laisser à Okija, tu vois, par exemple. Toi, c'est quoi ton avis sur le sujet si on se base sur ce règlement qui, et je suis d'accord avec ce que vont dire peut-être certains Lyonnais, mais moi je suis d'accord qu'à première vue, c'est pas évident que ça doit être sifflé, que l'infraction de hors-jeu doit être sifflée. Je suis d'accord avec vous, mais moi je suis un peu perplexe. Mais le problème, c'est que la règle, en fait, ils ont fait finalement qu'on a faveur que respecter la règle, qui est en fait méconnue, mais qui existe bien finalement.
Ouais, c'est une règle qui est compliquée, mais là, pour la phase de jeu, là, je vais pas m'étaler trop sur le sujet parce que mal placé pour le parler, mais on a quand même l'impression que Fabien Santon sent Oussem Aouar juste du fait, même s'il le sent pas, il le voit peut-être pas sur son bras. Ouais. Son bras, on voit qu'il touche clairement 111, 111, voilà. À partir du moment où il touche le bras, c'est peut-être à ce moment-là que dans la catastrophe, il se dit je dois réagir assez vite, donc il va mettre la partie du corps qui lui semble légitime, c'est-à-dire la tête, et il essaie de dégager vraiment en catastrophe le plus vite possible. Et seulement à partir du moment où j'ai l'impression où Aouar commence à lui toucher la main. Même si je sais pas si c'est volontaire qu'il ait touché la main à Aouar. Ça, c'est toujours pareil, c'est une question d'interprétation. T'es lyonnais, t'as l'impression qu'il fait pas exprès, t'es Messin, tu vas plutôt dire qu'il a fait exprès, c'est toujours une question Mais pour toi, d'interprétation. est-ce qu'Aouar pour toi veut disputer le ballon? Bien sûr que oui. Et ben dans ce cas, le règlement est très clair. Le règlement dit si tu disputes le ballon et que tu étais hors jeu sur la frappe, Mais d'accord, Aouar va, précédente, je pense qu'Aouar va pour aller marquer le but. oui, et ben dans ce cas-là, le règlement est respecté. Puisque c'est écrit noir sur blanc, hein. Le règlement dit bah ouais, s'il dispute le ballon et qu'il est hors jeu au début de l'action, il y a hors-jeu, il y a infraction de hors-jeu. Donc à partir de là, si on, tu vois, c'est clair quoi. Donc, Donc on en revient à ce que je disais, Graham Faber, c'est que certains, et même moi le premier, parce que j'ai dû regarder sur internet pour bien me renseigner, on est une très très grande majorité des gens en France à ne pas connaître toutes les règles du football, contrairement à ce qu'on peut penser. Et au final, moi le premier. Mais c'est écrit noir sur blanc dans les règles. Voilà. Donc après, je sais très bien que ça va faire chier les Lyonnais, les supporters de Lyon d'avoir ça, mais là, il y a quand même, je dirais, noir sur blanc écrit la chose. Alors bien évidemment que dans l'esprit, là, on est sur un autre débat. Bien sûr, l'esprit ferait que je serais pas autant affirmatif sur le fait qu'il y avait une infraction de hors-jeu, mais en fait, il y a le règlement qui au final est respecté. Donc nous, quand Grand Forever, on se souvient l'année dernière, Metz reçoit Lyon, penalty tiré par Lyon, arrêté par Okidja. Okidja n'a pas un des deux pieds sur la ligne, penalty retiré. Le règlement est respecté, sûr. Même si dans l'esprit on peut penser que c'est totalement injuste de refuser d'obliger à retirer le penalty, mais il n'y a même pas de discussion à avoir. Tu respectes pas la règle de mettre un pied sur la ligne comment dire, la ligne de but, tu retires le penalty, point, tu vois. Même si dans l'esprit, je suis d'accord que tout comme ce qui vient de se passer sur ce match, clairement, ce n'est pas, je dirais, forcément synonyme de hors-jeu automatique, quoi, tu vois. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, dans mon interprétation, les arbitres ont vraiment respecté les règles. Peu connues des gens comme nous, mais ils les ont respectées. Voilà. C'était le point énorme, le point arbitrage de ce débrief Gone Forever. Donc ça ne fait pas trop parler de jeu direct, hein, mais quand même, il fallait un peu le dire très rapidement. Et donc, pour en revenir au jeu, donc un peu de façon surprenante, nous restons dans cette partie et en fait, et c'est peut-être là où c'est intéressant, c'est que la rentrée de Matarsar pour Angban, qui intervient au même moment où la décision est mise en délibéré, fait que le milieu de terrain de Metz en fait, devient beaucoup plus offensif qu'il ne l'était auparavant, dans tous les cas. À partir du moment où tu sors Angban et que tu fais rentrer Pape Matarsar, ton milieu de terrain devient beaucoup plus offensif. On est d'accord, Gona Forever? Clairement, on l'avait déjà vu contre Nice, son entrée en jeu très intéressante. Un poste un peu plus haut, mais là, on avait vu qu'il avait des qualités assez intéressantes et qu'on aurait aimé revoir. On l'a revu hier. Son entrée en jeu a pas transfiguré le jeu messin, mais a été un plus important à un moment du match où on a commencé, j'ai l'impression, à prendre un peu le pas physiquement, notamment sur les Lyonnais, où il y a cette action à un moment là, dans les 10 dernières minutes où les Messins jouent quasiment à 11 dans le camp lyonnais. Il y a une récupération de balle au milieu de terrain, ça se jette comme des morts de faim. Braun finalement la récupère et tous les Messins sont dans le camp de Lyon.
Oui, parce que tu as raison, parce que la ligne 11 défensive. médecins dans le camp lyonnais. La ligne, Incroyable. la ligne défensive de Metz, elle est carrément au niveau de la ligne médiane. Ce qui veut dire que c'est très dangereux parce qu'effectivement, quand derrière un des centraux décide de sortir par exemple de la ligne pour presser sur le mec qui va recevoir le ballon, et ben si tu as un jeu en une touche de balle côté lyonnais, tu t'exposes à une projection vers l'avant et là tu es mis à mal. Et d'ailleurs, il y a une action, tu sais, en deuxième mi-temps où quand Braun par exemple sort de sa ligne, il veut faire un pressing sur le porteur de ballon, derrière ça joue en une touche de balle et ça finit carrément en action de but pour Lyon, tu vois. Et ça, on n'a même pas envie de leur reprocher parce que Ils veulent jouer pour marquer finalement. ils ont envie de jouer pour marquer. Bah De toute façon, il l'avait dit Antonetti cette semaine. Il avait dit, moi, ça m'intéresse pas d'aller là-bas, de concéder 15 occasions et de faire 0-0. Il a dit, moi, ça m'intéresse pas ça. Donc autant essayer de jouer, quitte à peut-être à perdre à perdre, à se faire crucifier en compte, mais essayer de jouer un peu comme on a eu en deuxième mi-temps à Marseille. Ouais. Donc voilà, c'est. Et finalement, ils font ça, donc nous on est un peu surpris. Et bizarrement, depuis l'entrée de Matarsar, où justement on voit ces équipes de Metz qui, et tu le dis très très bien, notamment la ligne défensive qui se retrouve au milieu de terrain carrément un peu de façon surprenante, Metz a eu de la rentrée de Matarsar jusqu'à la fin du match 6 actions de but, dont la dernière action de but qui va être en fait le but. Mais il y a eu 6 actions de but depuis la rentrée de Matarsar. Une action de but, mais vraiment 3 grosses occasions franches. Dont Matarsar, qui aurait pu marquer le but de l'année côté FC Metz. On a Matarsar, on a cette percée de Fabien Santon qui finit avec une frappe un peu écrasée. Oui, mais attends, mais on va parler surtout de la frappe de Matarsar, s'il te plaît. T'as vu ce qu'il nous a foutu, oui, le petit jeune là, 89 minutes de jeu, inter du pied, qui touche la barre transversale, qui rebondit sur je pense, un des bras d'Anthony Lopez et qui finalement ne rentre pas dans le but, même si on aurait voulu qu'elle rentre. Ça aurait pu être le but de l'année côté FC Metz. Et là, on fait oulala, en fait, Metz, ils veulent jouer à fond jusqu'au bout, en fait. Et on est à la 89e minute de jeu. Face à Lyon, invincible depuis 16 matchs, qui en plus marqué depuis les 15 derniers matchs. Rendez-vous compte. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe à Metz, transformation là? Et finalement, Grenade Forever. Et finalement, 90e minute de jeu. Bon. Encore une récupération de balle assez haute. Alors, de Dylan Brown sur Cherki. Encore une fois, lui. Qui récupère la balle. Pour reprendre et pour un peu titiller les Lyonnais, je dirais assez proprement, parce que certains ont quand même dit qu'il y avait faute sur Cherki. Donc je vais dire pareil, assez proprement. Et donc la balle arrive dans les pieds de Boulaya. Boulaya qui a donc enterré vivant Cacré, on peut le dire, avec son geste technique. Je pense qu'on est d'accord. Là, il l'a enterré. Là, le jeune, il a pas. Là, c'était terrible pour lui. Il s'est fait, mais alors incroyable. Et effectivement, Boulaya qui envoie en profondeur d'une passe absolument parfaite, Monsieur Leia Iseka. Et là, évidemment, on voit la balle ralentir et on voit Anthony Lopez sortir. Et là, on se dit, oulala, est-ce que ça va finir comme un certain match, tu sais, contre Brest, entre Lyon et Brest? Est-ce qu'il va y avoir un mort ou pas? Et en fait, Lopez, il est tout simplement en retard, quoi. Il est en retard. Il fait une sortie qui est catastrophique, tant mieux pour nous, parce que sa sortie est complètement inutile, étant donné qu'Iseka est quand même vachement excentré. Et en plus, elle se retourne contre lui au final. Puisqu'Iseka peut la pousser légèrement pour en fait dépasser Lopez. Et Iseka la met au fond des filets. Et donc Metz qui mène 1-0 à la 90e. Évidemment, donc là vous imaginez bien que des verres ont été cassés au sol. De joie, bien sûr. Ça a été un vrai bordel partout chez les supporters du FC Metz. Parce qu'on s'attendait absolument pas à marquer à ce moment-là. En plus, on s'attendait pas à ce que ce soit Leia Iseka qui mette un but. Rendez-vous compte, premier but de Leia Iseka dans le jeu. Il avait déjà marqué 2 buts sur penalty. Et donc, Leia Iseka qui nous permet de mener 1-0 et on va tenir ce résultat jusqu'à la fin du match. Et les Messins qui vont donc l'emporter sur le score de 1-0. Autant dire, Grenade Forever, que pour un peu terminer sur un peu le déroulé de ce match, c'est surtout cette volonté d'attaquer même à 0-0 qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent dans la saison, même si
on sait qu'il y a certains adversaires avec qui on pourra pas faire ça. Parce qu'ils vont nous punir, tu vois. Mais tu te dis que face à des adversaires qui prennent le jeu à leur compte, si tu pouvais jouer tout le temps comme ça, franchement, hein. Et c'est quoi? Presque Grenade Forever, ça me donne des regrets par rapport au match de Lille, notamment. Tu sais d'avoir aligné ce système là aussi à 5 défenseurs, mais par contre d'avoir joué le système ultra défensivement. La mentalité n'était pas la même à C'est ce clair. moment-là. Mais t'imagines? Tu dis que finalement tu pouvais. Il n'y avait pas un tel meneur d'hommes charismatique sur le banc de touche à ce moment-là aussi, ça joue aussi. Ah, évidemment. Ah ouais, mais Salut c'est Vincent! un mec comme ça qui te motive, qui t'harangue jusqu'à la 90e minute, ça pousse ses joueurs à se surpasser, alors qu'un Vincent Ognon était un peu plus dans la réserve, hein. Il se levait rarement, donc surtout quand t'as pas de public comme ça, t'as envie d'un entraîneur qui soit derrière les joueurs, quoi. C'est clair, c'est clair. Et là, c'est vrai que là, on a vu de la présence, on l'a entendu à la télé. Évidemment, il pèse sur l'équipe d'en face, il pèse sur ses propres joueurs quand ils font des bêtises, hein. Et un petit coucou à Victoria Angpan donc pour sa chandelle, dont la soufflante qui est arrivée par. Et surtout son occasion, parce qu'on peut tuer les Lyonnais bien avant. Oui, mais j'allais y venir après. J'allais y venir après. Oui. Mais effectivement, mais il a pris une soufflante en plus juste après sa chandelle là par Antonetti. Mais c'est vrai qu'Antonetti effectivement apporte quand même une certaine présence qui nous aide bien et forcément qui a eu aussi son rôle pour le résultat obtenu au final. Grenade Forever, nous avons fini sur le déroulé. Maintenant, j'aimerais vite fait que l'on parle du classement avant de finir sur les tops et flops. Pour les tops et flops, bien sûr, réfléchissez déjà à vos tops et flops et mettez-les en commentaire si ce n'est pas déjà fait. Nous, on va d'ailleurs tout de suite rappeler le résultat au classement, puisque l'UFC Metz, grâce à ce petit résultat sympathique, rentre à nouveau dans le top 10. Étonnant. Alors, dans le top 10, mais attention, on est à égalité de points avec le 10e et le 11e, le 10e étant Lens et le 11e étant Montpellier, 28 points pour les 3 équipes, différence de but de plus 3, donc avec un clean sheet, hein, un nouveau clean sheet, hein, faut le dire, hein, quand même, Grenade Forever, 3e clean sheet d'affilée, depuis notamment donc, le match de Bordeaux inclus, et donc Metz effectivement qui se replace dans ce train d'équipe, hein, dont on avait un peu parlé. Tu sais, notamment le train, tu sais, mené par, il y avait Bordeaux, Brest, tu vois. Et là, on est vraiment en plein milieu de ce train. On s'approche même de la 7e place de Danger, hein, qui n'est qu'à 2 points. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on prend de l'avance sur le bas de tableau, puisque dans les autres résultats de la soirée que l'on peut un peu signifier, Lorient a perdu 2-1 donc face à... Est-ce que c'était Lorient qui avait perdu? Non, Lorient a pas. Ils ont pas joué Lorient, d'accord. Pas joué. Ah oui, c'est vrai que c'est reporté, c'est vrai, pardon. Oui, non, je confonds n'importe quoi. Je pense que c'est Saint-Etienne, pardon. Saint-Etienne qui a perdu 1-0 contre Strasbourg, donc Strasbourg qui monte, mais Saint-Etienne qui par contre reste un peu à l'arrêt. Autre résultat, Reims qui a perdu 2-1 contre Lille. Nice qui a donc perdu 3-0 contre Bordeaux. Donc voilà, il y a quand même 2-3 équipes là, qui ont perdu entre Nice, Reims et Saint-Etienne. Donc ça les a un peu freiné ce qui s'est passé. À noter aussi que Brest a perdu 2-1. Donc là, Brest aussi est un peu à l'arrêt. Tout comme Montpellier qui a perdu 3-2 contre Monaco. Et les autres résultats à signifier, évidemment, ça va être la victoire de Nîmes, hein, puisque Nîmes a quand même gagné son match 2-1 contre Marseille. Donc Nîmes, à l'heure actuelle, est 18e avec, par rapport à nous, combien de points de retard? 13 points de retard. Donc nous avons 13 points de retard sur le barragiste. Hein, c'est une information très très importante, évidemment, à retenir. 13 points d'avance. Oui, je disais Nîmes a 13 points de retard, donc oui, effectivement, nous avons 13 points d'avance sur Nîmes. Tu as raison de me corriger. Et donc, effectivement, dernier résultat intéressant, c'était Nantes qui a fait un partout contre Lens. Hein. Nantes qui ne progresse pas non plus. D'ailleurs, Nantes très intéressant puisque Nantes est l'équipe que nous allons affronter la semaine prochaine. Mais on va pas en parler tout de suite, Grenade Forever, parce que je sais que tu aimerais bien en parler. On en parlera dans un prochain avant-match qui sortira bien sûr le matin de la rencontre. Autre chose, Grenade Forever, il faut bien sûr terminer par les top et flop. Évidemment, comment terminer cette débrief sans parler de ça? Bien sûr, encore une fois, dans les commentaires, votre top et flop, n'hésitez pas à nous le donner. Grenade Forever, je veux
tout d'abord, ton flop. Pas évident, je sais, mais il en faut un. Non, pas évident parce que ils ont tous fait un gros match dans l'ensemble, donc on va quand même mettre Victoria Angban Et je suis d'accord avec pour toi. pour son occasion immanquable, même s'il a fait des choses bien. Hein. Il s'est un peu plus projeté vers l'avant qu'en temps normal, mais il a encore des progrès à faire. Puis malheureusement, il y a deux occasions où il peut malheureusement donner un but à Lyon et il permet pas au FC Metz de concrétiser en deuxième mi-temps. Donc ça fait on va retenir que ça de son match malheureusement, mais c'est dur. Mais quand en 20 minutes une autre personne à sa place montre d'aussi belles choses, et ben on est obligé de malheureusement de le mettre dans les flops. Écoute, moi, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que tout simplement, monsieur Victorien Angban, comme je l'ai dit, effectivement, beaucoup de problèmes sur son apport offensif. C'est pas pour rien d'ailleurs que Antonetti, à la 76e, sort Angban pour faire entrer Matarsa, et qui ne sort pas, par exemple, Maïga, hein, par exemple. C'est parce qu'il sait qu'il y a cette difficulté sur Angban, et je suis d'accord avec toi. Angban, sur ce match, alors vous verrez les stats, mais on parle quand même d'un joueur qui a touché beaucoup moins de ballons que Santonz, Boulaya, Braun, Ukidja, Maïga, Kouyaté, Gay et donc effectivement John Boy. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même, j'ai noté 8 joueurs de Metz qui touchent plus de ballons que lui durant ce match. Donc forcément que Monsieur Angban a eu une contribution un peu limitée. Il reste quand même un joueur très très propre dans son jeu de circulation de balles. Il a 91% pardon, de passes réussies dans ce match. Même s'il y a cette problématique de sa volonté de jouer vers l'avant, parce que il est en termes de distance parcourue par ses passes vers l'avant, il est derrière notamment les défenseurs, comme par exemple Braun, Santonz, Boy, Kouyaté, hein, Ukidja aussi bien sûr, mais il est derrière notamment Farid Boulaya, il est derrière aussi Habib Maïga, et il est aussi derrière Lamine Gueye. C'est-à-dire que Angban a joué moins vers l'avant dans son jeu de passe que Lamine Gueye. Eh oui, eh oui, c'est un peu embêtant quand même pour Monsieur Victorien Angban. Donc non, je le mettrai effectivement en flop. En top, Grenade Forever, dis-moi tout, quel est ton top? C'est aussi compliqué. Hein. Ah ben non, On va bien choix évident. J'aurais voulu mettre non, mais ouais, mais après, j'ai pas envie de mettre à chaque fois les mêmes. J'aurais pu mettre Ukidja, j'aurais pu mettre Dylan Brown, que j'ai trouvé incroyable sur ce match. Mais fais un choix, nos yeux. Fais un choix, dis-moi. Non, mais Farid Boulaya. Ah. Je l'avais pas pris, on n'a pas pu le prendre depuis deux matchs. Retour aux affaires. Il était pas là. Il y a une équipe avec Farid Boulaya, une équipe sans Farid Boulaya. Quand il est là, dans ce système à 5, on arrive à se créer des occasions, comme les matchs avant la trêve. Il n'est pas là deux matchs en 2020, on voit qu'on a un mal de chien à se créer des occasions. Alors qu'on a sensiblement le même duo d'attaquants. Un Gay est toujours là, Wagner ou Izeka. Il émerveille le jeu Grenat, il joue très juste. C'était son principal défaut l'année dernière et les années précédentes, c'était qu'il faisait trop de gris-gris et qu'il faisait à chaque fois les mauvais choix. Là, tous ses choix sont justes. Il ne se trompe jamais. Jusqu'au but marqué, quoi. Enfin, par les ICK, mais la passe vient de lui, quoi. Et pourtant, il dépense tellement d'influx dans son rôle défensif parce que harceler comme il a fait Thiago Mendes, qui était la première relance lyonnaise et qui a eu aussi peu d'influence dans le match, c'est aussi en grande partie à cause de Boulaya qui l'a quand même bien emmerdé, notamment en première mi-temps. C'est vrai. Puis voilà, tout ce qu'il fait, c'est juste, ça se transforme en or. Ouais. La frappe sur le poteau. Non, il faut juste dire un truc, c'est que Grenade Forever, le monsieur a quand même eu 3 semaines où il n'a pas joué. Entre la trêve hivernale et ce qui s'est passé notamment avec le Covid-19 dont il a été atteint, le monsieur nous claque ce match-là pour son match de reprise après 3 semaines d'absence. Donc, après 3 semaines de non-match. Donc, voilà, je pense que tout est clair. Monsieur Boulaya est évidemment mon top également pour ce match. On a fini ce débrief de la rencontre entre Lyon et Metz.
Une victoire effectivement qui nous fait grandement plaisir. Merci à toi Grenade Forever. Merci à toi. Pour les autres, bien sûr, donc je rappelle, hein, les commentaires pour nous donner un peu votre top et flop. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube pour nous soutenir. Je vous dis déjà un grand merci d'avance à ceux et celles qui vont le faire. Prochain rendez-vous, peut-être une vidéo thématique durant la semaine. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo sur le bilan de la phase aller que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube qui a été publiée en secret, qui n'a pas été forcément répandu sur les réseaux sociaux de notre part, mais vous avez la vidéo du bilan de la phase aller à retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube, et on se retrouvera à coup sûr, ça c'est sûr et certain, pour l'avant-match du match entre Metz et Nantes, hein, donc un match là aussi qui va être très très intéressant face à un concurrent direct au maintien. Et tout ce que je peux vous dire, c'est portez-vous bien, faites attention, la situation n'est pas simple, protégez-vous, protégez les autres. Et tout ce que l'on peut vous dire, c'est allez le FC Metz!